Merci Madame la Vice-présidente. Excellences, Mesdames, Messieurs, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour la présentation de mon 6e et dernier rapport sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. C'est avec gratitude que je remercie les autorités centrafricaines qui ont toujours collaboré avec mon mandat. La participation en présentiel de son Excellence M. Arnaud Djubaï Abazen, ministre d'État, ministre de la Justice, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, est un témoignage de la volonté politique des autorités. Et la présence au sein de la délégation du président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales traduit également la volonté de renforcer les institutions nationales ayant la gouvernance et les droits de l'homme dans leurs attributions. Madame la vice-présidente, lorsque le Conseil des droits de l'homme a adopté en 2013 la résolution 2434 établissant le mandat de l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, le pronostic vital du pays était engagé. Sous l'impulsion de Madame Marie-Thérèse Keïta Bokoum, première titulaire du mandat, un travail remarquable a été accompli. La mobilisation de la communauté internationale et les efforts courageux des autorités centrafricaines ont alors permis d'apporter un premier souffle d'oxygène. Lorsque j'ai été nommé en 2019, la République centrafricaine n'était pas encore établie. Elle saignait encore. Son hémorragie était sécuritaire, sociale, économique, financière, politique à la fois. Aujourd'hui, le saignement n'est pas entièrement contenu. Le pays tente de se relever, vacille parfois, mais demeure debout. Pour qu'il puisse avancer avec force et dignité, des réponses concrètes et durables doivent être apportées aux immenses défis qui jalonnent encore son chemin de redressement. Sur le plan sécuritaire, l'accord de paix du 19 avril 2025 entre le gouvernement et les groupes armés 3R et l'UPC constitue une étape importante pour la relance du processus de paix en continuité avec l'accord politique du 19 février 2019 et la feuille de route de Luanda. La dissolution effective de l'ensemble des groupes armés, qu'ils soient signataires ou non des accords de paix, doit constituer un objectif prioritaire à court terme. Elle doit s'accompagner d'un désarmement et d'une démobilisation mieux planifiée et mieux organisée, ainsi que du déploiement des services sociaux de base dans les zones démilitarisées afin d'assurer une stabilisation durable. Dans ce cadre, 117 combattants du groupe armé 3R ont été désarmés et démobilisés début septembre à Sanguérélim, dans la préfecture de l'Ouam. Toutefois, la consolidation de la paix et la restauration de l'autorité de l'État nécessitent des réponses coordonnées à 3 niveaux. Au niveau national, la réforme du secteur de la sécurité doit viser en priorité la formation, l'équipement, le déploiement, y compris dans les zones frontalières, ainsi que le renforcement du commandement et de la redevabilité, afin de permettre à l'État d'assurer pleinement sa propre sécurité. Dans le même temps, la MINUSCA doit être dotée de moyens nécessaires, notamment en matière d'anticipation et de surveillance aérienne, pour déployer des bases avancées dans les zones frontalières sous tension, en particulier dans la Vakaga et à la frontière avec le Soudan, dans le Mbomou, à la frontière avec le Soudan du Sud également. La CEAC et l'Union africaine devraient envisager à court terme une conférence sous-régionale sur la paix et le développement. Au niveau sous-régional également, car l'instabilité persistante, en particulier le conflit au Soudan, exerce un impact direct en République centrafricaine. Le 20 juin, une patrouille de la MINUSCA a été attaquée à Amsissia, entraînant la mort d'un casse-bleu zambien. Du 17 au 29 septembre, plusieurs villages dans les environs d'Amdafok, à la frontière avec le Soudan, ont été attaqués, causant la destruction de biens, l'incendie de maisons et de graves atteintes à la vie des populations civiles. Au niveau international, enfin, car le Conseil de sécurité doit veiller à la mise en œuvre intégrale de sa résolution 2745, engageant les États à empêcher toute fourniture directe ou indirecte d'armes, de matériel militaire et d'assistance aux groupes armés opérant en RCA. Les sanctions ciblant les personnes inscrites sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité doivent être rigoureusement appliquées, ainsi que la configuration pour la RCA de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies doit intensifier ses missions de bons offices pour lever les obstacles qui freinent encore le processus de paix. Sur le renforcement des capacités, seul le renforcement des capacités stratégiques, opérationnelles et organisationnelles des forces armées centrafricaines permettra à terme de réduire la dépendance du pays et de rendre inopérante la présence des forces étrangères sur son territoire. La situation sécuritaire dans le Mbomou et le Mbomou mérite une attention toute particulière de la part du chef de l'État, dont l'implication personnelle, notamment à travers des visites régulières dans la région, pourrait contribuer à apaiser le climat social, à prévenir de nouvelles violations des droits de l'homme et à réduire les tensions intercommunautaires entre les Azandés Anigiki et les communautés musulmanes, peuls et arabes, souvent assimilées à tort aux groupes armés de l'UPC.
le déploiement des FACA dûment équipés pour assurer la sécurité des populations et protéger les biens, la poursuite en justice des auteurs des violations, le contrôle effectif des activités des AKKG par les FACA, leur formation, leur intégration dans l'armée, ainsi que leur redéploiement en dehors du Hombomu constituent des pistes de solutions concrètes et réalistes. Sur le plan politique, le premier tour des élections locales, municipales, régionales, législatives et présidentielles est prévu le 28 décembre, à la suite du décret du 29 septembre du chef de l'État. Dans le contexte centrafricain, le dialogue politique n'est pas une option, mais un impératif. Celui-ci doit s'inscrire dans un cadre permanent d'ailleurs, conformément à l'esprit du dialogue républicain et aux recommandations qui en sont issues. Comme je l'ai indiqué dans mon rapport au Conseil et dans mon récent communiqué, une prompte réforme institutionnelle ou à tout le moins un renfort significatif à l'autorité nationale des élections demeure indispensable compte tenu des limites constatées, notamment dans la mise à disposition des listes électorales définitives dans les délais. Pour garantir les élections libres, transparentes, apaisées et inclusives, avec une participation pleine et effective des femmes et des jeunes, l'ANE doit mettre en place des mécanismes robustes de prévention des contestations et violences avant, pendant et après les élections. Dans cette période électorale, il est également essentiel que l'État renforce les moyens du Haut Conseil de la communication afin qu'il puisse exercer pleinement son mandat de lutte contre les discours de haine et la désinformation dans les médias traditionnels et numériques. Ceux qui propagent la haine doivent subir la rigueur de la loi et ne doivent pas trouver grâce aux yeux des partis politiques qui bénéficieraient de leurs manœuvres subversives. L'égalité d'accès des candidats, quelle que soit leur sensibilité politique, aux médias publics, ainsi que la mise à la disposition des candidats des facilités logistiques et sécuritaires nécessaires par l'ANE consiste des garanties fondamentales de crédibilité du processus électoral. J'appelle la CEAC, l'Union africaine et les Nations unies à ne pas attendre le jour du scrutin pour déployer leurs observateurs, mais à fournir dès à présent un appui technique financier adéquat à l'ANE afin de créer les conditions d'un processus électoral transparent, inclusif et porteur de stabilité. Sur le plan de la gouvernance, la forte dépendance de la République centrafricaine à l'égard de l'aide internationale souligne la nécessité d'un modèle renouvelé de gouvernance économique fondé sur une planification rigoureuse et un leadership proactif pour assurer l'exploitation transparente et équitable des ressources nationales. La haute autorité de la bonne gouvernance devrait bénéficier d'un appui technique et financier accru afin de jouer pleinement son rôle d'instrument de l'État pour l'accroissement des revenus domestiques à travers des réformes fiscales, une gestion transparente des finances publiques, une meilleure administration du secteur minier, la collecte des impôts et taxes, y compris au niveau des postes douaniers, ainsi que du marché du carburant. Ces efforts doivent aller de pair avec le renforcement de la lutte contre la corruption et la valorisation du potentiel agropastoral et civicole. Aussi, au regard de l'étendue du territoire et des défis sociaux et infrastructurels persistants dans l'arrière-pays, la décentralisation et la gouvernance locale s'imposent comme des leviers essentiels pour la restauration et la consolidation de l'autorité de l'État. Les élections municipales prévues en décembre donc offrent une occasion déterminante de mettre en œuvre de manière effective la politique nationale de décentralisation et de développement territorial 2022-2032. Sur le plan social, des années de conflits et d'instabilité ont profondément fragilisé le tissu social. L'extrême pauvreté s'aggrave, rendant la population de plus en plus vulnérable alors que le système de protection sociale demeure affaibli. Plus de 65% de la population aujourd'hui est dans une situation de pauvreté systémique. Dans ce contexte, les programmes sociaux de développement, en particulier dans les secteurs agropastoral, de la formation professionnelle et de la création entrepreneuriale doivent être érigés en priorité stratégique de l'action gouvernementale afin de renforcer la résilience des communautés et de créer des perspectives durables pour les jeunes et les femmes. J'appelle les États et les institutions internationales à répondre favorablement aux sollicitations des autorités centrafricaines. Sur le plan de la justice, la tenue régulière des sessions criminelles, non seulement à la Cour d'appel de Bangui, mais également dans les cours d'appel de Boua et de Mambari demeure indispensable pour faire progresser la lutte contre l'impunité. La formation continue des magistrats, greffiers et autres auxiliaires de la justice doit être également érigée en priorité. De même, la démilitarisation complète des lieux de privation de liberté et l'adoption d'un plan durable de réinsertion des détenus sont essentiels pour prévenir les sorties sèches et réduire les risques de récidive. La Cour pénale spéciale poursuit son action avec des décisions importantes rendues dans les affaires Ndélé 1 et 2. Sa jurisprudence envoie un signal fort aux auteurs de violations, à leurs commanditaires et complices, que tôt ou tard, la justice les rattrapera comme l'a
illustré la condamnation par la CPI le 24 juillet 2027 d'Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona à 15 et 12 années d'emprisonnement. La CPS, tout comme la Commission Vérité, Justice, Réconciliation, a besoin de se doter d'un fonds de réparation afin de répondre aux droits des victimes. J'appelle les États à œuvrer pour une justice complète centrée sur les victimes et leurs droits. Je plaide pour le rattachement de la CVJRR au ministère de la Justice afin de lui assurer un cadre institutionnel approprié. Son parcours institutionnel et opérationnel a été jusqu'ici fragile, alors même que son mandat, complémentaire de celui de la CPS, est essentiel. La mise en place de son plan d'action, incluant notamment le déploiement à l'arrière-pays, requiert un appui technique et financier important. Sur le plan des problématiques des droits de l'homme, au cours des 6 dernières années, en ma qualité de titulaire de mandat, j'ai régulièrement porté à l'attention du Conseil les violations des droits de l'homme commises aussi bien par les groupes armés que par les acteurs étatiques, les forces bilatérales, dans un certain nombre de cas par les soldats de la paix. La mise en œuvre effective du DDR et la dissolution des groupes armés demeurent indispensables afin d'éviter que les populations civiles ne continuent de subir leurs exactions. L'amélioration de la protection des droits des populations reste étroitement liée à l'évolution de la situation sécuritaire et la disponibilité des services sociaux de base. L'accès à l'eau potable, à l'éducation, aux soins de santé, à la protection sociale, au logement, à la justice et à d'autres services publics demeure un défi sur l'ensemble du territoire. L'extension de l'autorité de l'État ne saurait rester un slogan. Elle doit se concrétiser à travers l'application effective de la politique nationale des droits de l'homme et de son plan d'action. Madame la vice-présidente, pour conclure, étant donné que ceci est mon dernier mandat, mon dernier rapport au Conseil, je voudrais dire que ce fut un honneur et un privilège pour moi de servir le Conseil et la République centrafricaine et son peuple résilient et admirable pendant ces 6 dernières années. Je vous laisse la RCA un peu plus rétablie qu'au début de mon mandat. Je vous prie d'en prendre soin. Sa population a encore besoin de vous. Ne vous désespérez surtout pas de la RCA, car c'est maintenant que les appuis techniques et financiers doivent redoubler pour consolider les efforts déjà entrepris et accompagner durablement son redressement. Je vous remercie. Singila Mingi.